À quel moment? Si une famille se présente spontanément et que vous êtes en train d'examiner, par exemple, le corps, est-ce que vous lui demandez de procéder à un examen, pardon, à une identification visuelle, puisque vous nous avez parlé d'identification visuelle, est-ce que vous-même, vous avez fait procéder à ces identifications visuelles par la famille ou les proches? En temps normal ou pendant cette période? Les deux. Je vous ai répondu hier, je pense qu'en temps normal, ce que nous faisons, quand nous avons une autopsie à faire ou un examen de corps, les familles viennent, identifient, et ensuite nous pouvons travailler. Comme ça, nous sommes sûrs qu'il s'agit bien de la même personne, de la bonne personne en fait. Pendant cette période, nous n'avons pas reçu de famille. Au moment où nous étions en train de faire les examens de corps, les corps avaient été mis à notre disposition pour les actes médico-légaux qui étaient posés. Et c'est bien après que nous avions reçu les familles. Donc, nous n'étions pas en possession de ces corps pour pouvoir les faire identifier, notamment par la famille qui se présentait devant nous. Madame le témoin, donc vous, personnellement, vous n'avez pas fait d'acte ou d'opération thanatologique pour identifier les corps que vous examiniez? Je ne peux pas dire que je n'ai pas fait d'acte thanatologique pour identifier les corps. Nous avons fait des prélèvements pour des études de biologie moléculaire à la recherche de l'étude de l'ADN sur certains corps où nous avait été demandé explicitement de le faire. D'accord. Et donc vous, concernant donc les deux réquisitions dont du procureur de la République d'Abidjan, pour tous ces corps-là, l'identification, en réalité, n'a pas été faite par vous? Non, l'identification n'a pas été faite par nous. D'accord. Alors, Madame le témoin, tous les rapports médico-légaux que vous avez rédigés et les rapports d'autopsie devaient être communiqués au procureur de la République d'Abidjan, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que toutes les fiches d'examen manuscrites ont été communiquées au procureur de la République d'Abidjan? Non, il s'agissait de notes personnelles, je le dis encore, qu'un médecin a le droit d'avoir des notes personnelles. Donc ces notes personnelles n'étaient pas communiquées. D'accord. Et est-ce que vous avez communiqué vos registres au bureau du procureur de la République d'Abidjan? Nos registres n'ont pas été non plus communiqués au bureau du procureur d'Abidjan. D'accord. Alors, le procureur de la République, pardon, justement pas le procureur de la République, le procureur de la Cour pénale internationale s'est vu transmettre par le ministère de la Justice une partie de vos registres. Alors, comment le ministère de la Justice aurait-il pu avoir accès à ces registres? Vous parlez d'une partie. Vous avez demandé si notre registre a été communiqué. Le registre n'a pas été communiqué. Une partie, effectivement, nous a été demandée à être communiquée. De même qu'une partie des fiches d'examen externe, mais pas toutes les fiches d'examen externe n'étaient pas systématiquement accompagnées des rapports médico-légaux. D'accord, alors merci pour cette clarification. Quel était le critère à ce moment-là pour communiquer ou pas au procureur de la République d'Abidjan
des rapports ou des fiches ou des parties du registre? Quels étaient les critères? Nous n'avions pas défini les critères, ce n'était pas nous qui les définissions. Cette demande a été faite par écrit avec la liste des fiches à communiquer et c'est ce que nous avons fait. Quand vous dites la liste des fiches à communiquer, c'est-à-dire qu'il y avait des noms? Effectivement. Et est-ce que vous avez communiqué des fiches de personnes non reconnues, non identifiées? Non. Il s'agissait de personnes identifiées ou de personnes identifiées secondairement. D'accord. Et ces demandes de communication de fiches nominatives, vous en avez gardé une copie? Certainement. D'accord. Donc, ces demandes sont archivées, a priori, à l'Institut de médecine légale? Oui, oui, en effet. D'accord. Et la demande de vous communiquer donc des fiches, les fiches manuscrites et ou des parties du registre ont été faites par qui exactement, Madame le témoin? Vous nous avez dit cette demande a été faite. Par qui a-t-elle été faite? Il faudrait que j'aie la demande devant moi. Je ne l'ai pas, mais en tout cas, cette demande a été faite par nos autorités. D'accord, par les autorités ivoiriennes. Judiciaires, oui. Judiciaire, d'accord, très bien. Alors, je voudrais revenir rapidement à la rédaction de votre rapport circonstancié. Alors, quel était le rôle de vos collaborateurs concernant la rédaction de ce rapport? Ils ont eu le même rôle que moi en tant que médecin légiste, donc à faire des croisements, à bien vérifier qu'on avait bien relaté les choses telles qu'elles s'étaient passées, à faire également des études épidémiologiques, des tableaux, des croisements à partir de notre base de données pour avoir une vue synoptique du travail qui avait été fait. D'accord. Et justement, quelle était la méthodologie employée pour élaborer ces tableaux que vous avez présentés dans le rapport circonstancié? Il s'agissait de méthodologie épidémiologique, de relever les données, de les regrouper. Et c'était des méthodologies de santé publique et épidémiologiques qui ont été utilisées. D'accord. Est-ce que vous étiez en contact avec le procureur de la République d'Abidjan lors de la rédaction de ce rapport circonstancié? Absolument pas. En fait, nous avons voulu faire ce rapport avant de pouvoir donner les fiches pour avoir déjà une idée du travail qui a été amassé. D'accord. Est-ce que vous avez utilisé des logiciels particuliers dans l'établissement des tableaux, le recoupement des données? Certainement. Certainement. Lesquels? Oh, je ne saurais vous le dire pour un moment précis, mais nous sommes universitaires, donc nous rédigeons des thèses, nous corrigeons des thèses avec des étudiants, donc c'est cette même méthodologie que nous avons utilisée comme si nous faisions une étude, une thèse, un mémoire. D'accord. Et combien de temps avez-vous mis pour le rédiger, ce rapport circonstancié? Je ne saurais vous le dire. Je saurais vous le dire. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous avez commencé la rédaction du rapport, à peu près?
C'est après qu'on ait fini le travail, après qu'on ait fini qu'on ait achevé tous les examens médico-légaux qui nous avaient été confiés à l'époque. D'accord. Et pourquoi ne pas avoir tamponné et signé ce rapport? Parce que j'estimais que c'était quelque chose qui n'était pas définitif. C'était une partie du travail qui avait été fait. Et donc, je l'ai mentionné, ce rapport tient compte des informations recueillies auprès des proches jusqu'à ce jour, le jour du 21 avril 2012. Voilà. D'accord. Est-ce que vous l'avez complété par la suite, comme ce n'était pas définitif? Non, à partir du moment où chaque fiche, on pourrait le faire, chaque fiche, tous les rapports avaient été donnés. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez quand vous l'avez remis officiellement aux autorités ivoiriennes, notamment au procureur de la République d'Abidjan? Non, je ne sais pas. D'accord. Est-ce qu'il y a une trace écrite, une décharge, quelque chose qui nous permettrait de retrouver cette information? Peut-être, je verrai. D'accord. Alors, je voudrais revenir maintenant sur les certificats de décès que vous avez établis. Et avant de parler d'un exemple particulier, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelle est la forme habituelle d'un certificat de décès? Quelles sont les informations qu'un certificat de décès doit contenir? D'abord, en ce qui concerne notre pays, 3 formulaires sont donnés, notamment par nous, la médecine légale. Un procès-verbal de constatation, un certificat médical et un certificat de non-contagion, qui sont les documents qui sont demandés par l'état civil pour permettre l'inhumation d'un corps. Donc, le procès-verbal, nous avons constaté que la personne est décédée. Le certificat médical qui indique également le nom, la date, éventuellement le lieu de décès et le jour où il est délivré. Et le certificat de non-contagion qui indique que, elle n'est pas atteinte de maladies contagieuses, donc elle peut être transportée pour une inhumation. D'accord. Alors, est-ce qu'il est habituel que la cause du décès soit indiquée sur un certificat de décès? Non. Pour ce qui concerne, en tout cas, la médecine légale, nous n'indiquons pas la cause du décès. Alors, est-ce que vous transmettiez certificat de décès, procès-verbal de constatation de décès et certificat de non-contagion aux morgues privées une fois les avoir établis? Non. Nous le remettions à la personne qui venait prendre ces certificats et qui nous déclinait son identité, son lien avec la personne, et c'est comme ça que nous procédions. D'accord. Et plus particulièrement concernant le certificat de non-contagion, est-ce que vous aviez procédé à des prélèvements pour faire justement un bilan épidémiologique pour vérifier qu'il n'y avait pas de risque de contagion? On n'avait pas besoin de faire un bilan. C'est un document qui est donné habituellement. Et là, on n'avait pas besoin de faire un bilan pour voir qu'il n'y avait pas de risque de contagion. D'accord. Alors, je voudrais passer à un autre point, Madame le témoin, qui est votre collaboration avec le procureur de la CPI cette fois-ci, d'accord? Alors, est-ce que vous vous souvenez depuis quand vous avez collaboré avec le procureur de la Cour pénale internationale?
peut-être qu'il faudrait me rafraîchir la mémoire, mais je n'ai pas collaboré directement comme ça avec lui. D'accord. Alors, en effet, pour vous rafraîchir la mémoire, le représentant de l'accusation vous a montré, lors de l'audience de mercredi, votre lettre de mission pour la mission de janvier 2015. Donc, ce sont les transcrits français à la page 31, pardon, de la ligne 20 à la page 32, ligne 8. Alors, est-ce qu'avant cette lettre de mission, vous aviez déjà été en contact avec des représentants du bureau du procureur? Est-ce qu'avant de recevoir cette première lettre de mission, vous aviez déjà été en contact avec des gens, des enquêteurs, par exemple, de la Cour pénale internationale? La lettre date de quand, s'il vous plaît? Alors, je vais vérifier, c'est janvier 2015, je vais regarder exactement. Le document, c'est le CIV OTP 0077 0049. Et ce sera l'onglet 43 du classeur que vous avez devant vous. Et vous verrez la date exacte, c'est le 9 janvier 2015. Alors, je repose ma question, est-ce qu'avant d'avoir reçu cette lettre de mission, vous aviez déjà été en contact avec des enquêteurs du bureau du procureur de la Cour pénale internationale? Ne saurais vous le dire, parce que cette date est bien précise, mais je ne saurais vous le dire si j'ai été en contact ou pas avec... en fonction de cette date, je ne saurais vous le dire, je n'ai pas souvenir précis. D'accord. D'accord, Madame le témoin. Et est-ce que vous vous souvenez si vous avez reçu une lettre pour la deuxième mission que vous avez effectuée au mois de mai 2015? Alors, je n'ai pas de document à vous montrer puisque justement, nous ne disposons pas de lettre de mission pour cette mission. Vous avez exhumé autopsié des corps qui étaient présentés comme étant peut-être des corps des femmes qui auraient participé à la marche des femmes. Donc, lors de cette mission de mai 2015, est-ce que vous avez reçu une lettre de mission spécifique, particulière du bureau du procureur, de la CPI, bien évidemment? Je ne saurais vous dire si j'ai reçu une lettre spécifique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que je fais est en accord avec l'autorisation, une demande de mes autorités, des autorités de mon pays. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce sont les autorités ivoiriennes qui vous ont mis en contact avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale? Pas forcément. Je pense qu'il y a des accords de coopération qui se font et puis nous exécutons. D'accord. Mais dans ce cas-là, comment avez-vous obtenu l'autorisation du procureur de la République d'Abidjan pour collaborer justement avec les enquêteurs de la Cour pénale internationale? Par courrier, certainement. C'est par courrier puisque ça reste que nous avons eu cette autorisation. D'accord. Donc, le procureur de la République d'Abidjan vous autorise à collaborer, à collaborer avec les enquêteurs du bureau du procureur de la CPI. Mais ma question demeure, est-ce que vous vous souvenez, à ce moment-là, qui vous a mis en contact pour travailler avec les enquêteurs du bureau du procureur? Mes autorités judiciaires, mais dire la personne même, puisque c'était avec elle que nous travaillions. Les autorités judiciaires, c'est très clair. Merci, oui. Madame le témoin.
Alors, est-ce que lors justement de vos différentes missions avec les enquêteurs du bureau du procureur, enfin, vous n'avez pas une mission avec les enquêteurs du bureau du procureur, je vais reformuler, à la demande des enquêteurs du bureau du procureur, ils vous ont demandé de leur communiquer des documents médicaux que vous avez rédigés? Oui, cette demande est venue de nos autorités. Nous avons communiqué au bureau du procureur, mais en présence de nos autorités, si ça a été fait pour certains ou à travers eux-mêmes. D'accord. Alors, je voudrais revenir à cette première lettre de mission dont nous venons de parler du 9 janvier 2015. Alors, cette lettre de mission, et c'est le CIV OTP 0077 0049, est adressée à vous et John Clark. Alors, ma question, est-ce que vous avez eu des contacts avec John Clark avant d'accepter la mission? Je ne pense pas avoir eu de contact avec. C'est à l'occasion de ces missions que nous sommes entrés en contact. D'accord. Alors, lors de cette première mission, vous avez autopsié 10 corps avec John Clark. Où est-ce que vous avez autopsié les corps? Ces autopsies ont été faites au sein de l'Institut de médecine légale. Et qui est-ce qui pratiquait les autopsies? Tous les deux, docteur John Clark et moi-même. D'accord, donc tous les deux, vous avez participé physiquement, pratiquement parlant, à l'autopsie, c'est bien ça? Tout à fait. Et pendant ces autopsies, dans quelle langue communiquiez-vous avec John Clark? En anglais, en français, pour avoir de meilleurs échanges. D'accord, Madame le témoin. Alors, est-ce que John Clark pouvait s'exprimer en français sur des questions médico-légales? Je ne saurais vraiment, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas s'il pouvait s'exprimer en français ou en anglais, mais en tout cas, nous avons travaillé ensemble. D'accord. Et vous, votre niveau d'anglais, Madame le témoin, est suffisant pour vous exprimer sur des questions aussi médico-légales? Oui, j'estime que l'anglais médical est pas très compliqué. La conversation peut-être un peu, mais l'anglais médical à la lecture n'est pas... Pour ce qui me concerne. Alors, Madame le témoin, vous avez rédigé ce qu'on appelle ici, je vais le traduire par rapport général, un overall report. Je vais vous donner le RN dans un instant, avec John Clark. Alors, ce rapport est rédigé en anglais. Ma question, c'est est-ce que l'on vous a communiqué une version française de ce rapport général, dont le RN est le CIV OTP 0077 0002. Onglet 32, Madame le témoin. Oui. Non, je n'ai pas eu de rapport traduit de traduction de ce rapport global. D'accord. Et est-ce que vous avez communiqué des notes personnelles à John Clark avant que ce rapport soit rédigé?
Puisque j'y participais, notamment aussi à ces étapes-là, j'avais moi-même fait mon rapport pour me remémorer et ça correspondait. Donc, nous avons communiqué, en effet, et pour justement à la fin de l'opération, comme on l'a fait pour tous les autres cas, nous avons eu des séances de travail pour récapituler dans notre salle de réunion. D'accord. Alors, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail maintenant des personnes que vous avez autopsiées en binôme avec John Clark. Et pour ça, je vais vous remettre un autre classeur, si vous le voulez bien, Madame le témoin, puisque on va prendre les documents en ordre chronologique qu'il y a dans cet autre classeur, et ce sera plus facile. Donc si Madame l'huissier d'audience veut bien avoir la gentillesse de communiquer ce classeur au témoin. Alors, donc dans ce classeur, Madame le témoin, on va prendre les documents dans l'ordre dans lequel ils sont organisés, d'accord? Alors, donc le premier document est un rapport médico-légal qui porte le numéro CIV OTP 0073 11 15, onglet 29 de notre liste de notification. Et à la page 11-18, pardon, il y a 2 signatures et un tampon. Est-ce que vous voyez le document, Madame le témoin? Oui. D'accord. Alors, là, c'est ce rapport, il est signé par 2 personnes puisque vous travaillez toujours en dualité, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, on peut passer au prochain document. Et c'est un rapport médico-légal qui vous a aussi été présenté par le représentant du bureau du procureur, CIV OTP 0073 11 19 R01, onglet 30 de notre liste de notifications. Et on voit à la dernière page, la page 11-21, que vous avez signé le rapport toute seule. Alors, comme vous nous avez bien expliqué que tous les actes avaient été effectués en binôme, comment se fait-il qu'il n'y a qu'un seul signataire de ce rapport médico-légal? Le seul élément de réponse que je peux apporter à ce moment-là, il faudrait peut-être que je vois la fiche d'examen. La fiche d'examen, le médecin, au moment où on l'a rédigé, si mes souvenirs sont bons, il n'était pas présent. Enfin, où il a fallu signer parce que je pense qu'il était souffrant. Au moment où on a retiré les rapports. Madame le témoin, on va regarder pour trouver le numéro ERN, vous savez, le numéro de cote. Mais la fiche qui est en rapport ou en miroir de ce rapport médico-légal a été rédigée par vous, Madame le témoin. Donc, si la fiche médico-légale indique que c'est vous et que le rapport médico-légal a été signé par vous, moi, je vous pose la question, comment on sait avec qui vous auriez travaillé en binôme? Dans les faits, nous avons travaillé en binôme et cette fiche a été signée par moi, essentiellement. Alors,
juste pour qu'on soit d'accord. Excuse me, but how is this? Le président, un instant, mais en quoi est-ce que cela est pertinent dans le contexte général du procès? Si ce document a été signé par une personne ou par deux, j'avoue que je ne comprends pas trop la pertinence de cela. Vous êtes en train de parler d'un procès, rappelez-vous. Or, c'est peut-être juste une erreur. Trois ans plus tard, vous savez, c'est parfois difficile de se rappeler ce genre de détails. Je ne peux pas vous répondre en présence du témoin, donc je suis dans vos mains. Okay. D'accord. Très bien. Allez-y. With another question. Mais posez une autre question, pas celle-ci. De donner le numéro ERN, donc c'était de la fiche, c'est le CIV OTP 0073 1093. Alors, donc toujours concernant la même personne mais un autre document. L'onglet. Oui, je vais vous l'indiquer, Madame le témoin. Donc c'est l'onglet 40, mais c'est donc le document suivant du classeur que vous avez devant vous. Et c'est le CIV OTP 0077 0037. Donc c'est le rapport d'autopsie daté du 2 février 2015. Et il s'agit du rapport d'autopsie que vous avez effectué concernant cette même personne que nous venons de voir avec John Clark. Est-ce que vous voyez le document, Madame le témoin? Oui, tout à fait. Alors, vous indiquez dans votre rapport d'autopsie concernant donc la tombe Abo 020301, et c'est la page 0037, et je vais lire en anglais, mais ce sera interprété en français, d'accord? Also, within the outer black body bag was a soil from the grave. Alors, on me dit que le document affiché n'est pas le bon, donc je vais redonner le RN, qui est le CIV OTP 0077 0037. Et c'est la page 0037. Alors, Madame le témoin, vous avez le document devant les yeux? Oui. Alors, je reprends. Also within the outer black body bag. Sur la housse mortuaire noire, il y avait de la terre, une couverture, une housse en plastique où il était écrit. Et je ne dis pas le nom de la personne puisque nous sommes en audience publique. Alors, ces éléments indiquaient que le corps pouvait être celui de la personne qui est mentionnée, donc, quand on dit « ici repose telle personne ». Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez vérifié si vous aviez examiné au préalable une personne qui portait ce nom? En 2011, par exemple. Oui, effectivement. D'accord. Alors, vous aviez terminé le rapport médico-légal externe, d'examen externe, pardon, de cette même personne le 26 janvier 2015, soit une semaine avant l'autopsie effectuée avec John Clark. Et la référence de ce rapport médico-légal, c'est le CIV OTP 0073 1119 et onglet 30. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que vous avez communiqué, c'est le document suivant, hein, Madame le témoin. Reference numbers to... Le président, redonnez la référence lentement, s'il vous plaît. D'accord? Oui. Alors, donc ma question, est-ce que vous aviez communiqué ce rapport médico-légal à John Clark? Non,
c'était pas indiqué qu'il fallait que je communique le rapport à John Clark. Ce rapport avait été communiqué auparavant, mais je n'ai pas communiqué le rapport à John Clark. C'est pas ce qui était indiqué. Il était indiqué que l'on fasse des autopsies. D'accord, mais vous aviez vous aviez examiné, ou en tout cas rédigé le rapport une semaine avant d'autopsier des corps avec John Clark. Est-ce qu'il n'aurait pas été utile, au vu des éléments qui décrivaient la même personne, de communiquer ces éléments à John Clark et de vous servir de votre examen externe lors de l'autopsie? Écoutez, on voit bien que sur la liste des examens externes et même des fiches externes qu'on avait communiquées dans le cadre d'une demande de la Cour, ces fiches avaient été communiquées à nos autorités. Je pense qu'ils ont échangé là-dessus. Je n'avais pas personnellement à donner ce rapport à M. John Clark, puisque ces mêmes noms pour lesquels nous avions demandé des examens externes et on nous avait demandé les fiches et les rapports, il s'agissait des mêmes noms pour lesquels nous devions intervenir. D'accord. Alors, toujours concernant ce même rapport d'autopsie, à la page 0038, il est indiqué que vous avez identifié que le squelette appartiendrait plutôt à une personne de sexe masculin. Et comme vous disposiez d'éléments permettant d'identifier une femme, est-ce que vous avez soulevé cette incompatibilité avec John Clark et peut-être effectué des démarches complémentaires pour éclaircir cette question? En effet, nous avons soulevé cette remarque. Effectuer des examens complémentaires, je n'ai pas souvenir de ça. Il s'agissait de constatation à ce moment-là. D'accord, Madame le témoin. Monsieur le Président, Now we break. Le Président, nous allons faire la pause maintenant. Efficacité. Nous avons un classeur avec 59 documents que nous voudrions soumettre par le biais de ce témoin. Peut-être pouvons-nous aussi... Il s'agit de rapports de médico-légaux du témoin portant sur des FDS. Nous en avons la liste que nous pouvons vous remettre aussi, mais peut-être que nous pouvons d'ores et déjà remettre aussi ce classeur au témoin et qu'elle l'ait à sa disposition pour, si elle a le temps, commencer à authentifier ces documents. Yes, please do. Le Président, oui, je vous en prie. Monsieur Garcia, juste une chose, Monsieur le Président. Je sais que le témoin est censé consulter une centaine de documents, le Président interrompant 59 supplémentaires, Monsieur Garcia. Est-ce qu'il serait possible de mettre à notre disposition des copies électroniques? Le Président interrompant 59 autres documents, mais elle n'est pas obligée de le faire pendant la pause. Elle pourra le faire plus tard. You were talking another small question to the witness. Vous souhaitiez poser une dernière question ou est-ce que ça s'adressait à moi? Le Président, bien. Nous allons faire la pause déjeuner de 30 minutes et nous reprendrons autour de 11h30 ou 11h35. Ah bon? No. Le Président. Je n'ai pas dit que nous allons faire la pause déjeuner pendant 30 minutes, mais nous allons faire une pause de 30 minutes. Là, je viens de lire la transcription anglaise. Une pause de 30 minutes et la pause déjeuner interviendra plus tard. Et au début du troisième volet d'audience, l'exercice aura été achevé, j'espère. Merci beaucoup.